merci à tous d'être ici pour cette dernière activité de 2017 du Cercle de presse. Ça fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le premier ministre Philippe Couillard et le député de Dubuque, Serge Simard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Merci aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi de nous accueillir dans ses locaux. Alors, aujourd'hui, il sera notamment question de la session parlementaire qui vient de se terminer à Québec. Il sera aussi question des élections provinciales qui arrivent à grands pas. Avant de commencer la période de questions, je vais vous laisser quelques minutes justement pour faire un bilan de la session parlementaire qui vient de se terminer. Et par la suite, on va commencer avec la période des questions. Alors, la parole est à vous. Merci. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. D'abord, je suis très content qu'on fasse ça ici. Je sais que ça change les habitudes, mais pourquoi pas? Hein? Si on veut parler de diversification, d'innovation dans la région, quoi de mieux que l'université, quoi de mieux que l'aluminium pour en parler? En fait, j'ai des remarques préparées surtout sur la question régionale, le paysage régional sur le plan économique. Quelques petites choses sur le plan national, mais je sais qu'il y aura des questions nationales de toute façon qu'il y en a déjà eu. Alors, je voudrais vraiment me concentrer sur la région. Alors, encore une fois, les deux mots, à mon avis, à l'ordre du jour, ça doit être diversification et innovation. Diversification dans des dérivés ou des nouvelles industries que celles que sont nos industries traditionnelles, puis innovation dans tous les secteurs, y compris ce qui est traditionnel dans la région, comme par exemple la forêt ou l'agroalimentaire. Le meilleur exemple de ça, puis je pensais commencer avec ça, qui est pour moi une des nouvelles les plus intéressantes et les plus importantes sur le plan économique pour la région depuis plusieurs années, c'est l'installation à Saguenay des studios d'Ubisoft. Rendu possible par les mesures fiscales qu'on a garanties à l'entreprise. Vous savez qu'ils ont un plan pour 1000 emplois au Québec, dont 125 ici à Saguenay. C'est majeur comme développement pour notre économie régionale. Avec l'université qui, en plus, a un bac en jeux vidéo. Alors, je me demandais l'autre jour où allaient les diplômés. On le sait, ils allaient ailleurs, à Montréal, à Québec. Maintenant, au moins, plusieurs vont pouvoir rester ici. Alors, je trouvais que c'était peut-être l'emblème de ce que la région doit devenir. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos secteurs traditionnels, mais qu'on cherche à se diversifier et à garder nos jeunes dans les régions. Et là, on est dans une installation derrière moi qui, bien sûr, est étroitement liée au secteur de l'aluminium. Je pourrais d'abord vous dire que je voudrais faire écho à la conférence que M. Jean-Sébastien Jacques a donné la semaine dernière avec Dominique Anglade. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en conversation assez serrée avec l'entreprise, justement pour assurer l'avenir, les emplois et même de nouveaux projets dans la région. Je suis très, très satisfait de ces conversations-là. On va pouvoir certainement aller plus loin parce qu'il va arriver un jour où on va parler de l'ensemble de l'entente lorsqu'elle sera complétée, mais on est très, très près de la fin de ça. Je dirais la chose suivante, c'est que c'est la première fois depuis que je côtoie l'entreprise où j'ai une nouveauté dans le discours à deux égards. D'abord, un discours positif et optimiste sur les conditions de marché. Vous savez que pendant longtemps, c'était toujours l'obstacle qu'il y avait devant nous pour les investissements, c'était les conditions de marché. Et la raison pour laquelle les conditions de marché sont meilleures est très intéressante également. Vous savez que le grand compétiteur mondial, c'est la Chine. Et la Chine a décidé de se lancer également dans une économie basse en carbone. Il y a 1 million de véhicules électriques en Chine, pour vous donner une idée dans quelle direction ils s'en vont. Et pour leur aluminium, ils ont décidé également de moins produire d'aluminium à haute teneur en carbone. Bien sûr, eux autres, c'est le charbon. Et ça donne pour la première fois un véritable avantage compétitif à notre aluminium bas en carbone. Alors, renouveau sur deux angles. D'abord, les conditions de marché. Et pour la première fois, un impact réel, concret et visible de produire chez nous de l'aluminium fait avec très peu de carbone. Très peu, mais il y en a encore un peu. Et ça, c'est l'avenir également. Parce que ce qui produit du carbone dans la fabrication d'aluminium, c'est les anodes. Il y a un projet majeur actuellement de recherche et de recherche concrète pour développer des anodes qui n'émettraient pas de carbone. Alors, il y aura probablement des développements là-dessus au cours, je dirais, des prochaines semaines. C'est un dossier très, très important. Et on a bien sûr continué à soutenir le CQRDA. Alors, moi, je suis très encouragé par ce que j'ai entendu de l'entreprise. Vous avez entendu parler déjà des 16 cuves pour la technologie AP60. Il y a d'autres projets d'investissement, mais je ne veux pas aller plus loin parce qu'on aura un autre événement en région où on parlera de tout l'horizon de développement de l'industrie d'aluminium chez nous. J'ai la confirmation directe que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Canada, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont pour eux l'endroit stratégique pour les investissements et l'innovation dans le domaine de l'aluminium, ce qui est vraiment très, très encourageant. On doit également parler d'innovation. Alors, quoi de mieux qu'une université pour parler d'innovation? Très bientôt, après les fêtes, je ne peux pas encore vous dire quelle date,
On va donner lieu à ce dont j'avais parlé il y a quelque temps déjà. Souvenez-vous, les hubs d'innovation ou les pôles d'innovation dans les régions. Alors, on va fort probablement annoncer le regroupement national de ces hubs-là. Et je crois que la première région qui va être mûre pour annoncer sa formule, parce que chaque région doit développer sa propre version de la chose, c'est la nôtre. Grâce au sommet économique, qui nous a mis sur la voie de l'innovation avec un modèle qui va faire l'envie de plusieurs autres régions. Pourquoi? Parce que la région a fait sa propre conciliation, son propre arbitrage. On va présenter la chose en détail, mais c'est exactement les mêmes personnes qui s'étaient présentées au sommet avec cette idée-là qui vont venir la mettre en place. Ça nécessite bien sûr des entrepreneurs, la société civile, les municipalités. C'est partout dans la région, pas juste à un endroit. Et également, c'est une façon de garder chez nous ou de faire revenir des entrepreneurs. Le grand défi économique de la région, avant que je passe aux autres secteurs, c'est la même chose que pour tout le Québec. Il faut maintenant répéter que notre plus grand défi, ce n'est pas la lutte contre le chômage, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est vrai dans toutes les régions et c'est vrai dans notre région. Alors, il y a une création d'emplois intéressante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis 4 ans, on parle de 9 700 emplois au net de plus, avec une population active qui augmente. Je tiens à le dire avant qu'il y en a qui vous disent que la population active diminue. Non, elle a augmenté de 3 700 sur la même période. Donc, ce n'est pas pour cette raison-là. Il y a plus d'emplois, tout simplement. Juste dans la dernière année, c'est 1500 nouveaux emplois dans la région. Et le taux de chômage, encore une fois, est 4 points de moins, plus de 4 points de moins qu'il l'était en 2014. Je ne me souviens pas qu'on ait vu une variation aussi importante sur une période semblable dans le passé. Donc, comment est-ce qu'on combat la pénurie de main-d'œuvre? Bien, on garde nos jeunes chez nous. Exemple, les hubs d'innovation. Exemple, sur le commerce où j'étais tantôt, l'Érudit, connaissez-vous ça, l'Érudit Café ici? Bien, c'est un jeune qui était de la région, qui était parti ailleurs, qui revient. Ça, c'est dans le domaine, bien sûr, de la restauration. Mais il y a bien d'autres domaines où les jeunes vont vouloir revenir chez nous. D'ailleurs, le plus beau témoignage à Ubisoft, c'était tous ces jeunes de la région qui disaient « Enfin, je peux revenir chez nous avec des emplois qui correspondent à ma formation. » Il y a bien sûr les grands secteurs habituels. Bon, commençons par la forêt. Je dois dire qu'on a bien passé à travers, du moins, la première période de la lutte contre les États-Unis sur le bois d'œuvre. Les tarifs américains ont été essentiellement refilés au marché et aux consommateurs américains, de sorte que nos entreprises de siège se portent très bien. Il y a très peu ou pas des sommes qui avaient été gardées en réserve qui ont été utilisées parce que les entreprises se portent bien. Cependant, à côté du bois d'œuvre, il y a l'industrie du papier qui est plus problématique, notamment le papier journal. Vous avez vu que les Américains ont déposé des plaintes spécifiquement sur le papier journal. Nous, on offre à tous les industriels ce qu'on a fait avec Kruger à Mauricie, c'est de favoriser, d'accompagner des projets de conversion, par exemple vers le carton ou vers le papier haut de gamme, pour échapper un peu à la baisse inexorable du papier journal. D'ailleurs, dans votre propre industrie, récemment, le soutien qui a été annoncé aux médias régionaux, c'est pourquoi? C'est pour le virage numérique qui est dû au fait, qui provoque le fait que le papier journal, bien sûr, n'est plus ce qu'il était. Dans le domaine de la forêt, la grande nouvelle de l'année qui va avoir des prolongements, c'est dans la filière feuillus. C'est quelque chose pour moi qui était inespéré, donc je suis excessivement heureux. Après qu'on ait repris le bois de l'Indo-Pacifique, finalement, il y a eu de multiples péripéties, puis je ne passerai pas à travers tous les détails, mais la compagnie Norbord a pris l'entreprise, l'usine à Chambord. On a apporté une aide financière qui a été acceptée par l'entreprise. L'investissement a été confirmé par le conseil d'administration. L'entente a été conclue avec le syndicat. Donc, tous les ingrédients sont réunis maintenant pour procéder au redémarrage de l'usine et la mise en production. Cependant, là, je dois être prudent. Il faut laisser l'entreprise elle-même parler des échéanciers et des dates. C'est une entreprise qui a des actions en bourse et tout, donc il faut être très prudent dans ce qu'on dit. Mais on peut envoyer un grand signal d'optimisme. On parle de beaucoup d'emplois. On parle d'environ un total de près de 300 emplois si on combine les emplois en usine et les emplois en forêt. Dans le domaine agroalimentaire, de l'agriculture, qui demeure encore une fois un de nos domaines traditionnels dans lequel il faut innover aussi d'ailleurs, je suis très heureux que mon collègue Laurent Lessard, avec le gouvernement fédéral, ait réussi à confirmer une aide pour les producteurs, notamment les maraîchers, qui ont été affectés par les grêles énormes qu'on a connues l'été dernier. On parle de 13 millions de dollars. On a fait ça ensemble. On a déposé des budgets pour l'exportation. Et il y a une grande politique bioalimentaire, agroalimentaire qui va être déposée en début d'année, parlant d'investissement, d'innovation et d'exportation. En tourisme, bien sûr, il faut saluer le progrès qui continue de l'industrie des croisières chez nous. On parle, Serge, de 60 bateaux de plus l'an prochain. C'est tout un succès. Vous avez vu les honneurs que le port également a reçus sur le plan international.
Je pense que c'est un bel exemple, en fait, d'un nouveau créneau économique pour une région qui utilise pleinement son accès à l'eau libre et à la mer. Tourisme hivernal à venir, on va le dire encore, Serge, je pense que tu vas revenir dans quelques jours avec de très, très bonnes nouvelles pour ce qui a trait au tourisme hivernal. Et par ailleurs, vous avez vu plusieurs investissements dans le tourisme, pensez au lac Bouchette, au Tour de la Fée à Desbiens et bien sûr à la piste cyclable qui relie le Moulin des Pionniers à la Dorée avec le jardin zoologique. Dans le domaine de la diversification économique, bien sûr, je vous ai parlé d'Ubisoft, on n'y reviendra pas, mais les drones, à mon avis, le centre de drones à Alma est voué à un très bel avenir. Et là, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent aussi bientôt pour le Centre d'excellence des drones. On est actuellement dans une période de décentralisation sans précédent dans l'histoire du gouvernement du Québec et je mêle toutes les époques ensemble. Pourquoi? Les 3 lois municipales qui ont complètement changé la relation entre Québec et les municipalités, les responsabilités des municipalités. On peut véritablement parler maintenant de gouvernements municipaux. La mise sur pied du Fonds d'aide au rayonnement des régions, qui est une somme récurrente, cumulative, qui va être importante pour les choix des régions, faits par les régions, choisis par les régions, gérés par les régions. Et l'autre élément qui commence seulement à être exposé, c'est la nouvelle politique d'occupation et de vitalité des territoires, où on renverse complètement la logique habituelle. Au lieu que ce soit Québec qui dicte aux régions ses priorités, Québec doit s'adapter aux priorités des régions. Et là, on a une grande longueur d'avance sur beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on va être la première région à annoncer le hub. C'est pour ça qu'on est également les plus rapidement pour le faire, parce qu'il y a eu le sommet économique qui a permis à la région de faire l'exercice de choix de priorité, qui n'est pas facile, mais il est fait. Il y a beaucoup d'autres régions où c'est difficile parce que l'exercice n'a pas été fait. L'arbitrage entre les priorités n'a pas été fait. Donc, ça nous donne un avantage. Si je remonte maintenant sur le plan national, avec des déclinaisons régionales, bien sûr, les finances publiques du Québec sont en très, très bonne santé. Vous avez vu ce matin encore l'article dans la presse. Ça a pris des efforts, mais on reçoit maintenant, et les citoyens surtout reçoivent les dividendes de ça, en investissement en santé, en investissement en éducation, en investissement dans l'économie, en accompagnement des entreprises. En santé, je prévois des bonnes nouvelles pour le bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi au début de l'année 2018. Dans mes engagements de comté, il y en a un qui a débuté, c'est le bloc opératoire de Dolbeau. En fait, j'ai rempli tous mes engagements comme candidat et celui-là fait partie de ça. Et on va assister à la progression de ce dossier-là. Et les statistiques d'accès aux médecins de famille ici en région sont parmi les meilleures au Québec. On a investi dans les CHSLD, on a investi également dans les écoles, dans les cours d'école notamment. Et le plan de lutte à la pauvreté qui a été déployé, annoncé récemment, va trouver bien sûr une application chez nous. Et les impôts des gens vont diminuer. Et ça, je suis très heureux de le dire. Pour une famille qui fait 90 000 à deux, 45 000 chacun, donc on parle vraiment de la classe moyenne avec 2 enfants. On parle de 1 000 $ de moins d'impôts par année. Et pour les 2 enfants d'âge scolaire, 100 $ par enfant chaque année. On parle de 1 200 $ dans les poches des gens. Quand on me dit que c'est un cadeau, je dis non, ce n'est pas un cadeau. C'est un retour aux citoyens de l'effort collectif qu'on a fait. Un cadeau, c'est si j'ai quelque chose qui m'appartient, que je vous donne. C'est l'argent des citoyens qu'on a au gouvernement. On n'a pas besoin de tout ça. On est capable de faire beaucoup avec ce qu'on a. On en redonne aux citoyens. C'est le contraire d'un cadeau. C'est un dividende mérité par la population, attendu depuis longtemps. Ça fait longtemps que les impôts n'avaient pas vraiment diminué au Québec. On est très, très content également d'avoir fait ça. Un petit mot sur l'éducation, parce que je parle avec beaucoup de fierté de notre région quand je me promène dans le Québec, particulièrement d'une visite, moi, d'école qui m'a vraiment, vraiment impressionné. J'en parle partout. Je suis certain que l'école, Serge, va avoir beaucoup de demandes de visite. Oui. C'est l'école du millénaire à la baie, qui est un exemple. Moi, je souhaiterais que tous les enfants du Québec puissent aller dans une école comme ça. C'est une école publique qui offre un enseignement en langue, qui a des cuisines, des serres pour montrer aux enfants comment la nourriture se fait, qui a vraiment une approche moderne, exactement dans la ligne de la politique de réussite éducative qu'on a édictée. Enfin, pour le comté, et puis je terminerai également sur la région, je pense que j'achève mes choses. J'avais déjà confirmé le centre sportif à Roberval, les installations aquatiques à Dolbeau, palais de justice récemment à Roberval. Les choses avancent vraiment très, très bien. Il y a des besoins qui vont faire l'objet d'engagement de ma part. Je commence déjà à réfléchir à mes engagements pour le prochain mandat parce que je vous indique tout de suite que je ne vais pas faire campagne juste sur le bilan. Et en passant, je défie quiconque de trouver un meilleur bilan, même dans la région ou au plan national au cours des dernières années au Québec. Mais je vais surtout arriver avec des projets
projet pour les Québécois en général basé sur la qualité de vie, mais également sur notre région, mon comté, ton comté, la région en général, des choses qui sont importantes. Un mot sur les grands projets qui évoluent dans la région. Parlons d'abord de BlackRock. J'en ai parlé ce matin, j'ai vu Mme la mairesse Néron. Tantôt, on a eu une très, très bonne rencontre. Le dossier avance bien. Il y a des enjeux à régler dans 2 grands domaines. Dans le domaine environnemental, où il faut qu'on émette les certificats d'autorisation. Et ça devrait bien se faire. J'ai espoir qu'on puisse le faire même plus rapidement qu'on pense, mais là-dessus, il faut quand même respecter l'indépendance du processus. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu financier et des infrastructures. On a déjà investi, le gouvernement du Québec a déjà investi dans le projet de BlackRock, qu'on aime bien parce qu'il y a de la transformation qui se fait en région. Et on va continuer les conversations avec l'idée d'offrir quelque chose de global à l'entreprise sur le plan des infrastructures, gaz naturel, eau, financement. L'autre procédé, qu'on puisse avancer. Ariane Phosphate, effectivement, continue à avancer, mais les conditions de marché, on parlait de conditions de marché tantôt pour l'aluminium, pour le phosphate sont plus difficiles. Donc, c'est une question d'attirer des investisseurs. Ancien projet du pont ferroviaire à Dolbeau-Mistassini, je dirais prendre la vigueur, devrait pouvoir progresser au cours du prochain avenir. Il y a bien d'autres choses que je vais vouloir faire pour la région et le comté au cours des prochaines années. Je termine avec l'Internet, parce que l'accès en région à l'Internet est une condition majeure de succès économique. Il y a eu une première vague de projets, comme vous le savez, environ 7 millions de dollars qui ont été... C'est toi qui as fait l'annonce, Serge, de ça. Mais il y a plus à faire, donc on va revenir avec une deuxième phase. Dominique Anglade en a parlé lors du lancement de la stratégie numérique. Il va y avoir une deuxième phase de projet pour l'accès à l'Internet et au cellulaire dans la région. Alors, c'est de mon côté ce que je voulais vous communiquer. Peut-être, Serge, sur le sommet lui-même, peut-être comme tu as été très associé à la démarche, parler du suivi. Merci, M. le Premier ministre. D'abord, je vous salue tous, bien sûr. Vous savez comme moi que le sommet est un exercice quand même extrêmement important pour notre région, parce qu'on l'avait dit au départ, c'est un sommet par la région, pour la région. Le Premier ministre en a parlé un petit peu tout à l'heure. Maintenant, il faut bien se rappeler qu'il y avait 130 signataires, c'est-à-dire qui se sont donné une vision sur les 10 prochaines années. Et ces gens-là travaillent et ont travaillé justement pour se donner cette vision-là. Maintenant, vous savez comme moi qu'on a tous des représentants dans les différentes MRC, les gens qui font partie des décisions, c'est-à-dire les préfets, les maires, etc., vont devoir poser certains gestes pour s'assurer de ces bons suivis-là, également, bien sûr, avec le gouvernement. Parce qu'il faut se rappeler, les thèmes de ce sommet-là, c'était choisir et tracer et s'engager. Donc, on a choisi, on s'est donné des priorités, on a tracé des routes à prendre et maintenant, on est dans s'engager à mettre en place tout ce qu'on voit pour les 10 prochaines années pour notre région. Le rapport des groupes de travail, lui, a véritablement tracé les actions prioritaires à se donner et voilà qu'on est rendu à cette étape-là. C'est un sommet sur un engagement collectif. Je lisais dernièrement un article et puis j'ai été un petit peu fâché là-dessus parce que j'étais à l'extérieur de la région, on m'en a fait parvenir, et parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que le sommet économique, c'est un partenariat entre la région et le gouvernement. Maintenant, il y a eu dans ce sommet-là 140 recommandations et près du tiers de ces recommandations-là, ce sont des engagements régionaux. Ce sont des gens de la région qui ont pris des engagements pour le tiers de ces 140 recommandations. Donc, à partir de là, c'est là qu'on voit véritablement que c'était un exercice de collaboration. Il y a 3 gestes importants qui ont été posés, qui vont être posés. D'abord, premièrement, il y a eu la mise en place du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FOR, dont le premier ministre a parlé. Tout le monde dit « Ah, le FOR, écoutez, c'est pas strictement régional », mais le FOR a été mis en place avec l'orientation, je vous dirais, avec l'idée de ce qui est sorti de la région par rapport aux différents fonds qu'on a demandés. Donc, il y a un petit dicton qui dit « Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou ». Donc, il faut bien comprendre que ce qui est bon pour notre région peut être aussi bon pour d'autres régions. Et de là est venue la vision de mettre en place un fonds dans lequel les régions vont être les maîtres d'œuvre. C'est eux qui vont décider, mais vont devoir choisir des priorités
Pas des priorités qui sont mur à mur pareilles dans toutes les régions, mais leurs priorités par rapport à leur orientation de développement. Et c'est véritablement comme ça que ça doit être dessiné. Et les 16 prochains mois, on aura 4 millions à investir dans différents projets au niveau des différentes MRC de notre région. Vous savez comme moi qu'à partir du moment où on avait ce fonds-là, il fallait qu'on fasse des choix. Il y a des projets qui ont été déposés, quand même plusieurs projets. Il y a 24 projets qui ont été déposés et maintenant, nous sommes rendus au choix de ces projets-là. Donc, c'est les élus régionaux qui doivent faire le choix de ces projets-là et prochainement, bien sûr, vous en entendrez parler dans les prochaines semaines. Le 14 septembre dernier, le premier ministre a demandé à la CAR, c'est-à-dire aux fonctionnaires régionaux, de travailler, comme ils ont travaillé au niveau de la mise en place du sommet, de travailler sur le suivi à donner au sommet, accompagner les différents décideurs de la région, les maires, les préfets, pour s'assurer qu'on arrive à faire des recommandations dans le développement des différents projets qui ont été soumis dernièrement, des sommets nécessairement, des projets qui nécessairement qui vont avoir des retombées régionales importantes. Et j'entends dire très souvent, c'est long. On a 10 ans. C'est notre développement pour les 10 prochaines années. Donc, à partir de là, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Mais il y a déjà des choses qui ont été faites. Je vais vous en nommer quelques-unes, là. La création d'un aire protégé pour le caribou forestier Manoine-Manicouagan. C'est une réalité, ça. Un investissement de 6 millions de dollars pour compléter la couverture numérique de la région. C'est moi qui l'ai annoncé il y a quelques semaines. C'était aussi ça, des orientations importantes pour la région, parce que si on veut être en mesure de se développer, il faut être au moins capable de se parler, il faut être au moins capable de communiquer avec les grands marchés, les grands donneurs d'ordre. Donc, on aura nécessairement la couverture numérique pour notre région. Merci beaucoup, M. Simard. C'est tout le temps qu'on avait. Déjà? Oui, déjà. Donc, on va commencer. Oui, mais là, on doit passer à la période des questions. Ça va vite, 1 heure, hein? On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va commencer avec Mme Isabelle Tremblay de TVA pour la première question. Oui, bonjour. Petite question concernant une dame atteinte d'un cancer du sein qui a fait l'objet d'une nouvelle ce midi sur les ondes de TVA. Elle dénonçait notamment la lourdeur administrative depuis notamment la création du CIUS. Lourdeur administrative, c'est plus long pour être traité. Alors, moi, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Par rapport aussi, elle dénonçait également la lourdeur concernant les gestionnaires qui reçoivent de très, très gros salaires. Donc, Bon, d'abord, c'est la responsabilité de l'administration et des médecins qui s'occupent de cette dame, de s'occuper d'elle le mieux possible et de donner accès. Ils ont tout ce qu'il faut pour donner accès rapidement au service. Deuxièmement, c'est au contraire pour diminuer la lourdeur administrative que ça a été créé. Il y a beaucoup moins de gestion et de bureaucratie dans le système de santé qu'il y avait. Il y en a pour 200 millions de dollars qui a été retiré pour le mettre dans les soins aux patients. Alors, c'est plutôt l'inverse. Le but poursuivi est l'inverse, de diminuer le poids de la bureaucratie et d'augmenter le poids des services dans ce qu'on offre aux citoyens. Moi, quand je me promène au Québec, les gens me disent de façon presque unanime, « Écoute, on est bien mieux qu'on était avant. On a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de collaboration entre les établissements. On ne voudrait pas retourner en arrière. » Et vous voyez que les statistiques pour les médecins sont très bonnes. Notre région est parmi les meilleures au Québec pour l'accès aux médecins de famille, pour l'accès à la chirurgie. Il y a toujours des enjeux à régler dans le système de santé, mais il faut favoriser les services plutôt que la bureaucratie, clairement. Prochaine question, Gilles Munger de Radio-Canada. Bonjour, M. Couillard. Rio Tinto, l'idée de finalement prolonger les précuites jusqu'en 2025, on avait votre ministre en visite la semaine dernière qui parlait de certaines conditions. Est-ce que c'est suffisant à vos yeux que, par exemple, est-ce que vous souhaitez premièrement que Rio Tinto ajoute seulement 16 cuves à AP60? Est-ce qu'on est loin de ce qu'on appelait la phase 2 d'AP60? Quelles sont vos conditions pour permettre la prolongation des précuites de 2020 jusqu'à 2025? Bien, nous, ce qu'on veut voir et ce qu'on va voir, parce que je vous ai dit tantôt qu'on reviendrait avec le plan plus général du secteur pour les prochaines années, c'est un programme détaillé d'investissement avec des chiffres précis et un nombre d'années précis. Et ce que j'ai perçu, c'est que oui, AP60 se développe. D'ailleurs, les 16 cuves sont quand même un point important. Mais il y a des efforts de développement dans d'autres secteurs, notamment tout le secteur de la performance technologique des alumineries, dans lequel l'entreprise veut investir de façon très importante. Puis elle veut que ça se fasse chez nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
et au Québec particulièrement. Alors, je dirais plutôt que c'est positif, ce qui nous amène, je crois, en vue d'avoir une vision à long terme de l'industrie chez nous. J'ai rarement vu une communication aussi positive que celle que j'ai eue en privé et en public de l'entreprise depuis que je suis en poste. AP60, on est loin du AP60 phase 2 ou de l'agrandissement d'Alma, là. Oui. Alors là, les conditions changent, puis les projets changent pour l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'ils veulent non seulement rester, mais développer dans la région. Ils veulent développer, encore une fois, dans la région qui va améliorer leur compétitivité. Notamment, toute la question du carbone va prendre une importance considérable. Et évidemment, on ne peut pas en parler en détail encore, mais ce projet qui est en évolution actuellement de rendre le processus presque neutre en carbone, c'est un projet majeur pour l'économie parce que la prime au contenu bas en carbone, elle va s'accentuer au cours des prochaines années. Et moi, personnellement, j'aime autant qu'ils fassent ça aussi. Je suis content de voir qu'ils continuent dans la P60, mais je suis content qu'ils aillent investir là-dedans aussi, dans les nouvelles technologies. C'est des enjeux qu'on ne se posait pas il y a 6-7 ans, ça. C'est vraiment très contemporain. Puis encore une fois, le changement du marché, notamment avec la Chine, a joué un rôle considérable dans les choix de l'entreprise. Prochaine question, Sabrina Malaison de Radio Énergie Rouge FM. Oui, bonjour. Vous parliez de chirurgie tout à l'heure. Vous êtes sûrement très au fait qu'on manque de chirurgiens plastiques ici. On va en avoir seulement un à partir de l'an prochain. Comment ça avance tout ça? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place peut-être pour aller en rechercher d'autres? Parce qu'on parle de fluidité, mais là, à un seul chirurgien, qu'est-ce qui s'en vient? C'est une spécialité qui a toujours été un enjeu particulier, la chirurgie plastique, parce que c'est une spécialité qui fait deux choses à la fois. Elle fait de la chirurgie de reconstruction dans les traumatismes ou après les chirurgies pour cancer, mais elle fait également de la chirurgie cosmétique et esthétique. Alors, les chirurgiens, souvent, ont les deux activités. Pas toujours, mais souvent. Je sais qu'il y a un plan pour ajouter 21 chirurgiens plastiques en formation au cours des prochaines années. Il faut toujours rappeler quelque chose qui est important. Dans le système de santé du Québec, il n'existe aucun moyen légal pour forcer un médecin à aller pratiquer à telle adresse, à tel endroit, dans telle ville. C'est uniquement une question d'incitatif. C'est la seule façon dont on peut agir et décider des choix d'installation des médecins. Je peux vous dire que Dr. Barrette est très sensibilisé à cette question de la chirurgie plastique et il a réservé des postes de formation au cours des prochaines années et c'est certain qu'il faut faire des accords entre les établissements d'ici là. Prochaine question. Oui, vas-y. Bien, ça ne nous garantit quand même pas une augmentation du nombre de chirurgiens, mettons, dans la prochaine année et demie. La seule chose qu'on peut vous garantir, c'est qu'il y a plus de médecins toujours dans la région chaque année. Mais encore une fois, il faut le répéter parce que peu de gens savent ça. Il n'existe aucun moyen légal de forcer un médecin ou d'amener un médecin à s'installer à tel endroit plutôt qu'un autre. C'est une question de compétition entre les régions, donc c'est une question pour nous d'incitatifs, notamment pour nos régions plus éloignées. Et les incitatifs demeurent. Prochaine question, Stéphane Bouchard, Journal du Québec. Vous en avez parlé un peu tantôt. Un des plus grands défis auxquels la région va faire face dans les prochaines années, c'est en fait la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Quelles sont vos solutions pour combler les postes qui vont être libres dans les prochaines années? Alors, la solution est double. Il n'y a pas de solution unique. Il y a deux grands groupes de solutions. D'abord, nos jeunes qui sont déjà chez nous ou qui sont partis dans d'autres régions, les faire revenir ou les faire rester dans la région. Je donnais l'exemple du restaurant où je suis allé ce midi, mais c'est un exemple parmi d'autres. Ubisoft, c'est un autre exemple. Les hubs d'innovation, c'est un autre exemple. C'est la formation, l'éducation qui va nous amener là, puis on va continuer nos efforts. L'autre solution qui est incontournable, absolument incontournable, c'est l'immigration. Alors, quand j'entends des chefs de parti comme M. Legault recommander de diminuer le nombre d'immigrants au Québec, c'est un geste foncièrement anti-économique qui va contraire aux intérêts économiques du Québec. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours mieux les sélectionner, s'assurer qu'ils soient francisés, bien sûr, et on a absolument besoin de cette main-d'œuvre. Une grande partie, sinon la quasi-totalité de l'augmentation de population du Québec, vous avez vu récemment, la population a augmenté, en grande partie à cause de l'immigration. C'est la même chose en Ontario, c'est la même chose en Colombie-Britannique également. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une solution, mais on ne peut pas écarter l'immigration. C'est pour ça que M. Hurtel, quand il a fait sa tournée, il a dit qu'il voulait parler de l'immigration uniquement en termes économiques et d'emploi. Parce que c'est une façon très positive de parler de l'immigration. Les immigrants eux-mêmes, quand on leur pose la question, de quoi voulez-vous qu'on parle? Voulez-vous qu'on parle de racisme? Voulez-vous qu'on parle de discrimination? Savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Parlez-nous d'emploi. On veut juste être des citoyens. On veut juste participer à ce pays qui nous accueille. Et la meilleure façon de participer, c'est d'avoir des emplois. Alors, on a plusieurs actions qui ont été annoncées récemment. Il y en aura d'autres également. Par exemple, accompagner nos entreprises dans le recrutement de travailleurs étrangers. Faire signer des lettres d'intention aux candidats à l'immigration qui leur donneront plus de points s'ils émettent l'intention de s'installer en région.
faire des missions avec certaines entreprises pour aller recruter des travailleurs. Je donne souvent l'exemple d'une entreprise de l'Estrie. On a la même chose chez nous. Il y a une entreprise d'informatique en Estrie qui a besoin de 300 programmeurs au cours des 2 prochaines années. Donc, ils n'ont pas le choix, il faut qu'elle les cherche à l'étranger. On va les aider pour ça. Et ça va être la même chose ici. De plus en plus, c'est un réajustement psychologique pour les régions. On passe de l'époque où on parlait de chômage à l'époque maintenant où on parlait surtout et en grande partie de pénurie d'emploi. C'est tout un réajustement de notre attitude par rapport à l'économie. Prochaine question, Denis Villeneuve, le Journal Le Quotidien. Donc, il n'y a pas question de politique nataliste, mais... Bien, moi, je veux dire, le politique nataliste, là, ça ne règle pas mon problème d'une job d'un employé cette année. Ça, c'est peut-être un employé dans 20 ans. Là. Je m'excuse, là, il faut être sur la planète Terre. Les gens ont besoin de travailleurs aujourd'hui, pas dans 20 ans. Monsieur Couillard, si je reviens un petit peu au forum sur l'aluminium qu'il y a eu la semaine dernière, là, il y a eu un message quand même assez clair qui a été porté par les dirigeants de Rio Tinto. Ce que j'entendais, c'est que au Québec, ça coûte extrêmement cher construire des usines et d'un autre côté, ça prend beaucoup de temps à cause des réglementations environnementales, entre autres. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens de Rio Tinto qui nous disent que, bon, ça coûte cher et c'est long? Bon, il y a 2 histoires là-dedans. D'abord, sur la question des règlements environnementaux, clairement, il fallait l'ajuster. La nouvelle loi qui a été adoptée raccourcit considérablement les délais et les simplifie surtout. Ce matin, avec la mairesse de Chicoutimi, de Saguenay, pardon, je parlais de BlackRock, où on voudrait bien accélérer les certificats d'autorisation pour qu'on puisse commencer la construction assez rapidement. Donc ça, c'est un enjeu qui est véritable, qui nécessite des actions de notre part pour toujours alléger la façon dont on fait les choses, mais les gens ne veulent pas non plus qu'on abandonne les précautions normales pour l'environnement. Alors, c'est une question d'équilibre. Sur les autres éléments, et bien sûr, on a chez nous un État de droit, on a chez nous, puis c'est une bonne chose, un État avec un mouvement syndical qui est très présent. Alors, c'est des réalités qui n'existent pas dans certains autres États où des compagnies comme Rio Tinto font affaire. Alors, il faut réaliser qu'il y a certaines caractéristiques de notre société auxquelles on tient, qui, effectivement, peuvent allonger certains processus, mais au-delà de ça, il y a quoi? Ce dont ils me parlent chaque fois que je les rencontre, c'est la qualité extraordinaire de notre main-d'œuvre. Je peux vous dire que dans le monde de Rio Tinto, qui est vraiment le monde entier, la qualité des travailleurs de l'aluminium de la région est citée en exemple partout dans le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'ils choisissent la région pour continuer à investir. Il n'y a que 2 endroits au Canada où il y a des alumineries, hein? Chez nous, ici, puis en Colombie-Britannique. Et c'est en grande partie dû, oui, à l'électricité, mais aussi à la qualité de la main-d'œuvre. Prochaine question, Normand Boivin du Quotidien. Oui, M. Couillard, quand on parle justement de développement économique, on parle d'aluminium, il y avait un outil, il y a quelques années, quand on était la vallée de l'aluminium, c'était un titre qui s'accompagnait, il y avait les crédits d'impôt, il y avait tout ça, on a perdu ça, ça faisait des envieux ailleurs au Québec, puis à un moment donné, on l'a perdu. Et ça revient souvent, ça, cette reconnaissance-là, puis cet outil-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est impossible à ramener actuellement, où il n'y a pas de volonté, où on essaie? Quelle est votre position face à ça, les crédits d'impôt, la vallée de l'aluminium? Bien, d'abord, les crédits d'impôt, on en a plein au Québec pour toutes sortes de choses. Hein. Il faut également savoir qu'on continue à soutenir le développement. À CQRDA, Serge t'a annoncé 2,5 millions de dollars, je pense, au cours de l'année pour les soutenir. Donc, on continue d'investir là. Mais on ne peut pas faire réussir le Québec en mettant les régions les unes contre les autres. Quand essentiellement ce que tu produis, c'est des déplacements de main-d'œuvre d'une région à l'autre, au net, le Québec ne gagne pas beaucoup. Alors, on préfère regarder les crédits d'impôt pour l'investissement, notamment en machinerie, en innovation, et d'autres programmes comme celui du CQRDA. On voudrait plutôt aller dans cette direction-là. Ça a été très difficile, cette période-là, où les régions véritablement se sont littéralement déchirées les unes contre les autres au sujet de cette question-là. Je ne voudrais pas qu'on revienne à cette époque-là. Mais on va continuer à soutenir l'aluminium. On a une politique, une stratégie de l'aluminium qui est unique. On a des budgets spécifiques pour la transformation, pour l'exportation, et on va continuer de soutenir notre industrie. J'aurais une question, oui. Monsieur Simard, j'aurais une question aussi. Monsieur Simard, après les fêtes, vous allez vous occuper d'un dossier important. Quand M. Couillard parlait tout à l'heure du développement régional, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit, c'était le transport aérien. Je sais que vous allez me dire que les travaux vont se faire après les fêtes, mais ça fait quand même 35 ans que je suis journaliste, puis ça fait 35 ans qu'on parle du problème. À un moment donné, on a eu Québec Air, après ça, on a eu la déréglementation fédérale, Nord-Air, les petites compagnies. On pourrait quasiment chanter la chanson de Charlebois. Mais est-ce qu'il y a vraiment une solution? Est-ce que vous voyez une solution? Est-ce que à la veille de ce sommet-là, est-ce que vous voyez quelque chose qui pointe à l'horizon?
Puis, je voudrais savoir aussi si vous allez être là à l'automne, M. Simard. À l'automne, cet automne? À l'élection. À l'élection. D'abord, premièrement, je vais répondre à votre première question. Effectivement, le sommet sur les aéroports du Québec va se tenir le 2 février à Lévis. Et effectivement, il y a des solutions qui pointent à l'horizon. Okay? On a rencontré beaucoup de monde tout l'été, même à partir du printemps dernier. Et actuellement, les dernières rencontres, on a fait un bilan de toutes les solutions proposées. Et il y a des solutions qui pointent à l'horizon que vous allez voir au prochain sommet. Et ça ne sera pas un sommet pour discuter, encore une fois, des sempiternelles solutions, beaucoup plus pour faire des choix par rapport à ce qui va être proposé. Ce sont les gens qui vont regarder ça dans l'ensemble et qui vont faire des choix par rapport aux solutions proposées. Oui, il y a des solutions. Ce qu'on veut, justement, c'est diminuer le prix des billets. Deuxièmement, il faut s'assurer que les dessertes soient bien à la page au niveau de la qualité de la desserte elle-même et qu'elle soit desservie par un nombre assez important de transporteurs. C'est ça l'objectif que l'on a et effectivement, il y a des solutions qui vont venir. Peut-être sur ça, regardez là, c'est capital pour nos régions, question du transport aérien. C'est assez facile, on l'aborde sous 2 angles. D'abord, le prix des billets pour les citoyens. On le dit, c'est un cliché, mais c'est terrible. Ça coûte plus cher des fois se déplacer au Québec qu'aller dans les Caraïbes ou même en Europe. Ça n'a pas de sens. Chez nos voisins en Ontario, ça ne coûte pas le même prix pour des distances comparables. L'autre question, il ne faut pas oublier, c'est les infrastructures d'aéroports régionaux. Comme c'est là, personne ne s'en occupe parce que personne n'a de programme. Le fédéral dit, bien, nous autres, c'est juste les gros aéroports. Roberval, Bagotville, on n'a pas vraiment ça dans un carton. Puis nous autres, on n'a pas de problème de programme d'aéroport. Historiquement, c'était toujours fédéral. Sauf qu'il faut toujours bien que quelqu'un s'en occupe. Alors, on va vouloir avoir quelque chose pour les infrastructures aéroportuaires. J'en parlais ce matin avec Mme Néron. On a fait le tour de ses priorités, puis certainement qu'elle m'a mentionné l'aéroport de Bagotville. Elle est supposée me revenir avec un plan là, revu et corrigé, là, ce qu'elle veut faire avec l'aéroport, mais c'est plus une option maintenant pour le développement régional, le transport aérien. Alors, c'est d'un côté la question du prix des billets et de l'autre côté la question des infrastructures. Et comme dit Serge, c'est pas un sommet pour faire de la philosophie, là. C'est un sommet pour prendre ce que le monde nous a dit et arriver avec des solutions qui vont être incarnées lors du budget du mois de mars. Peut-être la question de M. Simard n'a pas été répondue au complet. Est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections? Tu veux-tu que je sorte? Non, écoutez, moi, je vais vous le dire encore une fois, ce que j'ai demandé, moi, à mon parti, à mon gouvernement, c'est d'avoir des outils. Et je suis en train de travailler sur les outils pour me permettre de me présenter. Et lorsque j'aurai tout fait le tour de cet exercice-là, je vais vous revenir, soyez-en certains là-dessus. Mon objectif, encore une fois, j'aime servir la population et c'est encore de servir la population. Mais pour ça, comme vous, journalistes, avez besoin de vos crayons, bien moi, comme politicien, j'ai besoin d'outils. C'est exactement ça. On est en train de fabriquer des beaux petits outils. Exactement. Alors, on s'en parlera. Ça ne prend pas tant d'outils que ça dans les coffres. Non. Des fois, il y a tellement de bons outils aujourd'hui là, que ça permet de faire beaucoup de choses avec les mêmes outils. Je vais vous dire à quel point Serge est apprécié dans notre caucus. C'est fréquent qu'il intervient au caucus avec beaucoup d'expérience derrière lui, puis une voix régionale qui est très forte. Alors, on apprécie beaucoup. Puis ce qu'il dit, on fait des blagues des fois quand il fait des discours, parce que je tiens chaque fois qu'il nous rappelle pourquoi il fait de la politique. Vous savez l'expression maintenant, pour mettre du pain sur la table des travailleurs. Mais pour lui, c'est quelque chose de très sincère et de très profond. Puis dans le fond, c'est pour ça qu'on est tous là également. Effectivement. Alors, prochaine question, Gilles Munger. Couillard, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la réforme de la fiscalité du côté de l'éducation dans les commissions scolaires, Saguenay-Lac-Saint-Jean va être l'une des régions les plus pénalisées par le système que vous mettez en place, parce que c'est basé sur, finalement, le taux de taxe le plus bas dans une région. Or, on est dans la région où les taux de taxe sont les plus élevés partout au Québec. Donc, est-ce qu'effectivement, le contribuable du Saguenay-Lac-Saint-Jean va être pénalisé comparativement à celui de la Naudière ou d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a des commissions scolaires qui ont des bas taux de taxe? D'abord, puis j'en suis un, mon contribuable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on n'est pas pénalisé. On est moins avantagé que d'autres. Puis la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le but n'a pas été de faire un taux unique dans tout le Québec. Impossible, on s'en sortira pas si on commence à regarder ça comme ça. C'est faire un taux unique par région en choisissant d'aller au taux le plus bas de la région. Alors, quand une région comme la nôtre a une fourchette, si vous me passez l'expression, de taux qui est très étroite, on est pas mal tous proches les uns des autres, l'effet net va être moins important que dans d'autres où il y a une grosse différence dans la même région
entre deux petites villes, par exemple, d'une région et des commissions scolaires différentes. Chez nous, si je me souviens du chiffre, vous savez que le premier 25 000 de valeur également est pu compter. Ça correspond à peu près à 84 je pense, pour nos comptes de taxes scolaires. Il y a d'autres endroits où c'est plusieurs centaines de dollars. Mais encore une fois, le but poursuivi n'était pas ça. Le but était d'enlever les inéquités à l'intérieur des régions. Il n'a jamais été de faire un taux unique pour l'ensemble des régions, parce que ça, c'est impossible à faire sans créer des inéquités encore plus grandes. Et surtout de s'assurer d'utiliser ce qui produit le plus d'allègement pour les gens. Mais l'objectif de correction d'iniquité était le premier. Le deuxième, c'est d'alléger la fiscalité. Et certaines régions, c'est clair, ont plus de bénéfices que d'autres, mais personne n'est pénalisé. Personne n'est pire qu'il était. Tout le monde a une réduction de son fardeau de taxes scolaires à des degrés variables. Il va y avoir une inéquité d'une région à l'autre, donc maintenant... Bien, c'est déjà comme ça. Puis encore plus maintenant, non seulement actuellement, il y a une inéquité entre les régions, mais une inéquité entre les constituants d'une même région et, par exemple, entre les commissions scolaires anglophones et francophones, qui font que dans certaines régions, les gens quittent leur commission scolaire francophone juste parce que le taux de taxe est moins élevé. Je parle pour la fiscalité, là. Le taux de taxe moins élevé du côté. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ça, c'est une inéquité pas mal pire que ce dont on parle. Et vous êtes à l'aise avec celle qui demeure d'une région à l'autre? Bien, c'est parce que c'est la seule chose pratico-pratique qui va fonctionner. Tous les autres cas de figure, on les a fait. Et les autres cas de figure mènent à des inéquités qui sont plus difficiles même à régler et qui nous entraînent vers des débats qui sont encore plus difficiles à régler. Là, actuellement, on a devant nous quelque chose qui, aggrave la situation pour personne. En fait, tout le monde voit sa situation s'améliorer à des degrés variables, qui fait que dans une même région, les taux vont être uniques. Prenez Montréal. La région va payer plus cher que dans les autres régions du Québec pour son compte de taxes scolaires. Ça va dépendre de son taux de taxe. Ce qu'il faut regarder, c'est le taux de taxation puis la valeur. Puis la valeur moyenne de la valeur foncière. Vous ne pouvez pas dire comme ça globalement. Regardez Montréal, c'est la même chose. On pourrait dire la même chose à Montréal. Montréal, ça fait des années qu'ils ont unifié le taux de taxe. Fait que c'est déjà fait pour eux, ça. Alors, Montréal, ils vont surtout avoir le résultat du 25 000 d'exemption de valeur foncière, mais il n'y a pas de modification du taux chez eux parce qu'ils ont déjà fait l'unification des taux de taxation. Prochaine question, Michel Cloutier. Vous avez beaucoup parlé d'innovation et en même temps de diversification qui s'adresse beaucoup à la majorité. Mais dans une courbe normale, il y a deux extrêmes. Il y a les jeunes puis il y a les plus que moins jeunes. Puis là, je vous amène sur un autre terrain. Est-ce que vous avez des projets particuliers qui s'adressent aux personnes aînées, aux aînés? Y a-t-il des projets majeurs, par exemple, qui pointent? Là? Les aînés ont beaucoup de problématiques qui vivent dans plusieurs domaines. Mais y en a-t-il un particulier qui retient votre attention et qui va retenir votre attention lors des prochaines élections? Certainement. Et merci de poser la question. Parce que lorsqu'on parle de qualité de vie, on parle de qualité de vie pour tout le monde, pas juste pour les jeunes. Lorsqu'on parle de conciliation travail, famille, études, on parle également de la situation des aînés et des proches aidants. Donc, on va avoir des projets importants. Oui, évidemment, il faut s'occuper des CHSLD et des aînés qui reçoivent des soins, mais c'est la minorité. La majorité des aînés sont en forme, ils sont dans la communauté, puis ils veulent travailler plus longtemps. Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir des outils pour les inciter à rester travailler plus longtemps? Probablement que oui, qu'on peut développer des outils comme ça. Est-ce qu'on peut développer des politiques vraiment avancées pour la question des proches aidants? Certainement, je crois qu'on est capable de faire mieux dans la question des proches aidants. Et toute la question également d'utilisation des compétences sans être pénalisé financièrement. Je pense que là-dessus, là, on aura des choses très, très intéressantes à proposer. La campagne électorale prochaine, je peux vous la dessiner à grands traits, là, très facilement. La base, ça va être l'économie, les finances publiques et les régions. Sur le dessus, le bilan, parce que je vais le dire et je le redirai, je vous défie de trouver un gouvernement qui a un meilleur bilan sur le plan des finances publiques et de l'économie des dernières années au Québec que celui qu'on a. Le bilan, il sert à donner la crédibilité. Mais on ne fera pas campagne sur le bilan. On va faire campagne sur la qualité de vie. Ça veut dire santé, éducation, conciliation, travail, famille, études, à tous les âges. Alors, ça va être ça, notre campagne électorale. Notre ADN d'économie et de finances publiques, il va être encore là à la base, mais on va être très pratique. Mobilité également. Notamment dans nos grandes villes, il y a des enjeux de mobilité majeurs. Puis même dans les régions moins peuplées, les mobilités à l'intérieur des régions ou entre les régions, où on peut trouver des meilleures solutions. Alors, moi, je suis très, très content qu'on ait un état de finances publiques qui nous permet maintenant d'explorer ces thèmes-là, parce qu'on sait que nos finances publiques sont solides, et donc on peut se permettre d'aller plus loin. Prochaine question, Isabelle Tremblay. Oui, M. Couillard, j'aurais deux questions d'ordre national. Concernant la Formule E, la mairesse Valérie Plante, là, qui ne veut plus de la Formule E dans la métropole, on aurait aimé vous entendre là-dessus. Bien, d'abord, ça témoigne de quoi? Ça témoigne qu'on a maintenant, non pas des villes dépendantes du gouvernement du Québec, mais des gouvernements municipaux
Comme Mme Néron maintenant dirige le gouvernement municipal de Saguenay, avec ses propres responsabilités, ses propres décisions à prendre, Mme Plante dirige le gouvernement municipal de Montréal. Elle prend ses décisions. Nous, la précédente administration municipale nous avait demandé de participer financièrement à la première édition. C'est ce qu'on a mis sur la table de la Formule E. Bon, on a suivi tout ça, puis on a suivi également les déclarations de Mme Plante aujourd'hui, c'est bien. Mais je suis certain que Mme Plante, d'ailleurs, elle le dit elle-même, ne tourne pas le dos à la question de la mobilité et l'électrification des transports. Avec ces sommes, on peut peut-être faire plus pour accélérer. Elle nous parle, par exemple, d'acheter près de 300 autobus hybrides au cours des prochaines années. Mais peut-être que pour les citoyens, c'est plus concret en termes d'investissement que des compétitions qui ont causé des ennuis, on le sait, au centre-ville de Montréal. Mais encore une fois, ce sont ces décisions. C'est comme ça qu'on veut le Québec. On ne veut pas d'un Québec où les municipalités sont constamment à demander la permission à Québec pour prendre des décisions. On voulait et on veut, et on le voit, que les municipalités aient la façon de prendre elles-mêmes les décisions et de les assumer. Ça veut dire les assumer aussi. Si on prend la décision, bien, c'est nous qui l'assumons après. Concernant maintenant la nomination d'un juge québécois là, à la tête de la Cour suprême du Canada, ce dernier a été assermenté ce midi. Avez-vous une réaction par rapport à ça? Merci, on est satisfait, bien sûr, de ça, parce que au-delà de l'alternance des provinces, et c'est important, vous savez qu'il y a 3 juges au Québec maintenant qui sont garantis dans la Cour suprême, il faut réaliser que, et puis ça c'est technique un peu, mais ce qui fait qu'on est une société distincte au Québec, c'est quoi? Bien, c'est notre langue, notre culture, notre histoire, bien sûr, mais notre tradition de droit civil, qui est différente de la tradition du droit anglo-saxon. Les 2 traditions coexistent. Nos étudiants en droit, par exemple, sont souvent formés dans les 2 modèles. Alors, au-delà du fait que M. Wagner est un juge du Québec, c'est un juge issu de la tradition civiliste au Québec, donc qui va représenter l'histoire et la pratique du droit civil dans le plus haut tribunal du pays. Donc, on est satisfait de cette nomination. Très bien. Alors, Sabrina Malaison. Oui, j'aurais 2 courtes questions. Premièrement, côté vérification, promotion, diffusion Saguenay, la commission scolaire, est-ce que vous avez peut-être des choses à nous apprendre là-dessus? Est-ce que ça avance bien? Écoutez, je ne peux pas vous donner de détails. Je sais que M. Coiteux, d'ailleurs, on nous l'a fait remarquer, a répondu très rapidement aux demandes de la nouvelle administration municipale de procéder à une vérification. Elle est en cours actuellement. Je n'ai pas d'informations, je ne devrais pas en avoir non plus. Le jour où la vérification va sortir, bien, on aura les informations. On a discuté d'1 ou 2 projets qu'on ne voudrait pas voir freinés parce qu'on est en cours de vérification. Mme Néron m'a, par exemple, parlé du projet de la salle de spectacle à Arvida, qui est lié à Diffusion Saguenay, qui est l'objet également de... Alors, si le projet est prêt, on m'a demandé de vérifier si on ne peut pas le faire avancer, malgré le fait que l'organisation soit sujet à la vérification. Alors, c'est le genre de choses qu'on va vouloir faire, mais je n'ai pas d'informations sur le contenu de la vérification. OK. Maintenant, autre projet, Centre-Georges Vézina. Oui. Il y a quelques semaines, vous avez dit sur nos ondes d'être intéressé à faire avancer le projet. Avez-vous eu peut-être des demandes de la Ville de Saguenay concernant ça? Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on rebâtit? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, j'en ai bien sûr parlé à Mme Néron ce matin, parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'heure juste, parce que, vous savez, on a annoncé le renouveau du programme d'infrastructure sportive. L'an dernier, le Centre-Georges n'avait pas pu passer dedans parce que c'est un programme où c'était difficile de faire passer des plus gros projets. Ce que j'ai demandé à Mme Néron, puis elle est tout à fait d'accord, puis elle m'a dit elle-même qu'elle m'arriverait avec son projet. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce que la municipalité veut faire avec ce complexe sportif-là? Je pense que ce que je crois décoder, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ambition actuellement à la Ville de Saguenay qu'uniquement faire une réfection de la toiture, ce qui était un peu le projet que moi j'avais en tête là, au cours des dernières années. Il y a un 2e programme d'infrastructure sportive qui va être mis sur pied. Je ne suis pas certain que si c'est un projet plus ambitieux, on pourra tout le prendre en charge dans le même programme parce qu'il ne restera plus rien pour les autres. Mais on va le prendre en charge avec d'autres parties de nos budgets d'immobilisation. C'est important, une infrastructure sportive de haut niveau dans une ville. Regardez à Alma, comme ils ont bénéficié des Jeux du Québec avec le Centre multisport. Ici, on a une grande ville, on a une équipe junior qui est très, très populaire puis très suivie. C'est un attrait économique également pour la région. Alors, Mme Néron, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'aéroport, m'a dit qu'elle me reviendrait bientôt avec sa vision, autant pour l'aéroport que pour le centre Georges Vézina. Et nous, on va être prêts à faire avancer le dossier, c'est clair. Là. Mais il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'il y ait un consensus. C'est ça notre projet, là. Puis là, on avance. Vous n'avez pas une idée de quelques mois, quelques semaines? Moi, je m'attends que Mme Néron me revienne quand même entre maintenant et le mois de mars-avril maximum. Là. Je penserais bien qu'elle devrait être capable même peut-être avant ça. Mais ce n'est pas des petites décisions, il faut regarder ça comme il faut, là. Ce choix-là, tu ne le fais pas 2 fois par année, tu le fais une fois pour 20, 25, 30 ans. Alors, moi, je veux bien qu'on le fasse ensemble, puis je vais, bien sûr, comme avec Serge également,
appuyer ces projets-là. Prochaine question, Denis Villeneuve. Oui, mais un peu dans la foulée de ma collègue, est-ce que vous avez été surpris, vous, des conditions qui ont été accordées à M. Harvey, là, avec le dévoilement des contrats? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième concerne le cannabis qu'on va mettre en vente. Selon vous, quelle part raisonnable devraient avoir les municipalités découlant des revenus là, qu'on va en tirer? OK. Bien, pour la première question, écoutez, je n'ai pas grand commentaire à faire. J'ai lu ça comme tous les citoyens. J'ai même vu l'article où il y avait une comparaison de mon salaire avec celui des autres. Je n'ai pas l'intention d'entreprendre de moyens de pression. Cependant, je vous l'indique tout de suite. Mais il y avait clairement de la clarification à obtenir et puis de la vérification à faire s'il y a le cas. Je n'ai pas autre chose à dire actuellement. C'est des contrats qui ont été signés légalement. Ils peuvent être discutables, mais ils ont été signés légalement. Il faut passer à la prochaine étape là-dessus. Sur l'autre question, rappelez-moi, quelle était l'autre question? Là? Sur le cannabis. Ah oui, OK. Bon, là, d'abord, on est content de la répartition avec le fédéral qui avait commencé à 50-50 puis on a fini en gros à 75-25. C'est certain qu'on va vouloir parler aux municipalités. Mais moi, je ne peux pas vous donner comme ça en l'air un pourcentage. M. Labaume demande le tiers. Bien, pourquoi pas le quart? Pourquoi pas le cinquième? Pourquoi pas la moitié? Il faut arriver avec des arguments. Voici les éléments de coût supplémentaires qui vont devoir être rencontrés. Il y a les éléments d'économie, il y a les éléments de coûts additionnels. On le sait pour ce qui est de nos responsabilités. Mais regardez, là, je vais être très clair, on veut une bonne entente avec les municipalités. Pour nous, c'est important. C'est eux qui sont souvent aux premières lignes. La situation va varier, par exemple, pour les corps de police, selon qu'on a un corps de police municipal ou un corps de police qui est géré par la SQ. Et ça, la situation varie à travers la province selon les tailles des municipalités. Alors, il s'agit tout simplement de s'asseoir. Puis je sais que M. Coiteux est déjà en train de mettre sur pied une façon de le faire avec les unions municipales. C'est comme n'importe quoi. On va itémiser les coûts. Qui c'est qui est responsable de ci, de ça? Et moi, je veux avoir une entente juste dont et les municipalités et nous sommes satisfaits. Est-ce qu'on ne pourrait pas financer un centre Georges Vézina avec un fonds vert? Un autre verre, c'est pas le même verre, là. Regardez, ça reste encore un peu hypothétique, la somme d'argent qui va être amassée avec ça, parce que il va falloir se donner quelques années pour voir ça. On ne peut pas charger trop cher pour le produit. Hein. Je rappelle que ce n'est pas notre idée. Là. On met en place quelque chose qui nous a été envoyé par la malle, si je peux dire comme ça. Mais si on charge trop cher, les gens vont continuer à avoir accès au marché noir puis utiliser le marché noir. On n'aura pas atteint le but du projet de loi. Si on charge très, très peu cher, bien, on va banaliser le produit, ce qu'on ne veut pas faire non plus. Alors, la fourchette de prix qui va être soutenue par ce qu'on peut appeler le marché est assez étroite. Il y a des coûts. Hein? Je vous ai parlé tantôt de la question de la sécurité routière. Il y a des campagnes de sensibilisation, de prévention qu'on va vouloir mettre sur pied également. Ça coûte des sous. Alors, je pense qu'on aura besoin d'un peu de recul là, pour voir effectivement combien d'argent qui est rentré dans les coffres publics à tous les niveaux, fédéral, provincial, municipal. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour donner un élan de plus à notre économie? Moi, je prévois qu'il y a beaucoup de producteurs québécois qui vont s'intéresser à ça. Vous le voyez d'ailleurs, il y a quelques nouvelles d'investissement qui sortent dans les journaux. Là, les gens attendent la décision du fédéral pour la classification du produit. Si c'est un produit qui est considéré comme un produit agricole, bien, c'est tout un ensemble de conséquences sur le plan des politiques publiques par opposition actuellement où c'est un produit essentiellement médical ou sanitaire. Alors, quand on aura cette décision-là, nous, on veut favoriser la sériculture, mais il m'apparaît clair qu'en serre au Québec, il va se cultiver d'autres choses que des concombres et des tomates au cours des prochaines années. Ça m'apparaît assez clair. Alors, dernière question, on va essayer de faire ça rapidement. Monsieur Normand Boivin. Dans votre circonscription, notamment. Mais en fait, Denis Villeneuve m'a un petit peu posé la question, mais moi, je vais la poser autrement. C'est que, au-delà je parle de promotion Saguenay, en fait, je voulais vous demander si vous étiez content de ne pas payer vos taxes à Saguenay. Mais en tant qu'élu, quand vous voyez un régime comme ça qui, à la fin, se dépêche de renouveler des contrats qui ne sont pas échus, puis qui font à très long terme pour lier les mains de l'autre élu. Tantôt, vous parliez justement de la plus grande gouvernance qu'on donne aux municipalités. À un moment donné, ça vient avec des... Tu sais, quand on donne à des gouvernements plus de pouvoir, on espère que leur éthique va être à la hauteur de ces pouvoirs-là. Vous, en tant qu'élu, est-ce que ça vous fait mal de voir des choses comme ça? Bien, écoutez, moi, d'abord, je veux dire que j'avais une bonne relation avec l'administration municipale précédente. Là. Je ne vais quand même pas tout noircir, là. C'est une question de maintien de lien de confiance.
Vous avez vu que récemment, on a déposé un projet de loi pour diminuer les conditions pour les anciens premiers ministres. On le devient tous un jour ou l'autre. Pour moi, j'espère que ce sera dans très, très longtemps, mais au moment où ça se produira, bien, il faut que ce soit correct et bien perçu par la population. Écoutez, moi, je pense que mes réactions ne sont pas différentes de celles des autres citoyens là-dessus. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve en 2018 et d'ici là, passez de joyeuses fêtes. Surtout dans un endroit innovant comme ça. Oui. Ouais.